Bonjour à tous, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. En fait j'en ai tourné, je ne les ai juste jamais montées. Et une fois qu'on arrête de faire des vidéos, c'est très difficile de reprendre. Donc là ça va être difficile je pense. Mais on va tenter, hein, niveau débit de parole, niveau voilà, fluidité, c'est ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je vous ai fait un sondage sur Instagram où je vous demandais avec quelle vidéo vous voudriez que je commence l'année 2024. Je vous avais mis les meilleures lectures 2023, je vous avais mis les objectifs 2024 et le début d'année lecture 2024. Vous avez choisi les meilleures lectures 2023. Donc voilà. Alors au début j'en avais 15 des livres à vous présenter. Et puis je les ai... voilà, je me suis dit non mais vraiment, quel livre là tu pourrais relire tout de suite. Et en fait il n'y en a plus que 9. Donc je vais vous parler des autres, des 6 autres en mention honorable. Et si vous voulez je peux même vous faire une autre vidéo sur les mentions honorables, puisqu'il y a d'autres livres qui étaient très bons que j'ai lus en 2023. Mais bon, la vidéo serait beaucoup trop longue si je vous parlais de tous les bons livres que j'ai lus. Donc si vous voulez, je pourrais vous refaire une vidéo avec les mentions honorables de 2023. On va commencer tout de suite avec ceux que je n'ai pas avec moi. Le premier c'est Yellowface de R.F. Kuang. Alors je pensais l'avoir lu en mars, mais le livre n'était pas sorti, donc voilà. Je l'ai lu en juin. En tout cas, j'ai publié la chronique en juin. Je l'ai écouté sur Scribd. Peu de temps avant, peu de temps après sa sortie, je crois qu'il est sorti... Alors quand est-il sorti? En mai, voilà. Donc il est sorti en mai et je l'ai écouté peu de temps après sa sortie. J'ai été un peu intriguée par Yellowface, mais je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'étais un peu intriguée par l'idée, puisque, sans vous spoiler, puisque c'est vraiment le résumé du livre, hein, en gros, la narratrice June a une amie qui s'appelle Athena, qui est une grande autrice, qui a du succès, contrairement à June. Et bon, elle est un peu jalouse, quoi. Et un jour, on va dire qu'il se passe quelque chose d'affreux. Athéna va mourir et June va prendre son manuscrit. Et va le publier en son nom entre guillemets. Je vais pas vous en dire plus. Mais c'est tout l'enjeu du livre. En fait, une jeune femme blanche va prendre le livre d'une autre jeune femme, asiatique cette fois, et va le publier en son nom, en changeant un petit peu son nom, histoire de faire asiatique. Donc le livre est clairement une satire, hein, une critique du monde éditorial et de j'allais dire la nature humaine, mais est-ce que vraiment June peut représenter tous les êtres humains? Je n'espère pas. C'était assez... J'ai vraiment... Je crois que j'ai lu ce livre en une journée. C'était vraiment super prenant. Je vais vérifier d'ailleurs, hein, mais c'était... Oui, une journée. Enfin, je l'ai commencé le 5 et je l'ai fini le 6. Voilà. C'était vraiment très bon. La narratrice audio du coup était... Enfin je sais pas, sa voix était pas envoûtante, mais j'avais juste envie de continuer à lire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit... Ouais. Parce qu'en fait, au début, à l'origine, hein, j'avais pas tellement envie de lire le livre, hein, puisque à chaque fois qu'il y a beaucoup de publicité autour d'un livre, ça me donne pas du tout envie de le lire. Au contraire, hein, moi je vais dans l'autre sens. Voilà, l'esprit de contradiction poussé à son extrême, on va dire. Mais là, je sais pas, je l'ai vu sur Scribd, je me suis dit, oh bon, allez, c'est une nouvelle sortie, allons-y. Et oui, vraiment, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé tout ce qui tourne autour des maisons d'édition, mais aussi tout ce qui tourne autour de la narratrice. C'est-à-dire qu'on est dans la tête de quelqu'un qui n'est pas forcément très agréable à côtoyer. Elle est insupportable, clairement. Enfin, je pense que... Alors, peut-être pas tous les lecteurs, mais la majorité des lecteurs, en lisant le livre, se sont dit, non mais... Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. C'est-à-dire qu'elle part dans une espèce de spirale infernale et elle ne s'arrête jamais. Et on aimerait la secouer, mais non, jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, alors j'ai trouvé que l'autrice était très intelligente dans la façon dont elle a présenté l'histoire, puisque même si Athéna est volée par June, elle n'est jamais présentée comme un personnage... Comment dire? Un personnage parfait. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu... peut-être lisse. Là, c'était vraiment... Il y avait des aspérités, c'était vraiment... Enfin, moi j'ai trouvé ça génial. Quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Je me souviens, j'avais fait une très longue chronique en fait sur le livre dans une précédente vidéo. J'avais parlé du fait que ce roman va évoquer les réseaux sociaux et la cancel culture. Et je me souviens, oui, que je m'étais énervée dans cette vidéo. Parce que la cancel culture, ça... Voilà, on va pas s'énerver aujourd'hui. Hein, on est trop malade pour s'énerver. Donc on va rester calme. Donc le roman évoque la cancel culture et les réseaux sociaux et rappelle en quelque sorte que la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'était... Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé que c'était super intéressant. J'aimerais d'ailleurs avoir une édition
à tenir et à vous montrer. Je cherche une édition hardback d'ailleurs. Mais oui, peut-être évoquer 30 secondes l'idée, enfin la question de ma palle. J'achète énormément de livres en ce moment, tous d'occasion. Tous des livres que j'ai très envie de lire depuis longtemps. Et j'essaie aussi d'acheter des livres que j'ai adorés et que j'ai envie d'avoir dans la bibliothèque. Et du coup, Yellowface fait partie de ces livres et j'aimerais du coup l'avoir en hardback. Parce que voilà. Alors peut-être pas une édition hyper chère là, les éditions avec l'espèce, je vous mettrai une photo. Cette édition là est incroyable, mais j'ai pas non plus envie de dépenser le prix de 25 livres pour un seul. C'était un très bon livre, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Il n'est pas encore traduit en français, mais un jour peut-être. Je suis désolée d'ailleurs si la lumière fait n'importe quoi, mais je n'ai pas vraiment d'endroit parfait pour tourner ici. Du coup, je fais comme je peux. Hein. Je vous parle ensuite de In the Lives of Puppets de T.J. Klune. Alors je pense que si je mets le livre comme ça, vous ne voyez plus ma tête. Bah oui. On va me faire comme ça, j'espère que ça va. Ouais. Donc In the Lives of Puppets de T.J. Klune, qui d'ailleurs m'a été offert cette édition par une amie. Cette édition est signée. Amie qui me l'a offert parce que elle n'avait pas spécialement aimé le livre et moi je l'ai adoré. C'était le premier livre que je lisais de cet auteur et depuis j'ai lu, alors pas tous ses livres mais tous les livres qui m'intéressaient de lui. Et chacun de ces livres a été incroyable. D'ailleurs je vais vous parler d'un autre de ces livres juste après. Je l'avais mis en mention honorable mais plus bas dans la liste et donc il n'apparaissait pas, il devait pas apparaître dans cette vidéo et après je me suis dit que non, il fallait qu'il apparaisse parce qu'il était vraiment trop bien. Donc In the Lives of Puppets, ça a été traduit dans La vie des pantins je crois en français. Déjà je voulais ce livre, je l'ai lu je l'ai écouté en audio, du coup forcément écouté en audio. Je crois que j'ai lu ce livre assez tardivement dans l'année, bah non juillet, je l'ai lu à peu près au même moment que Yellowface. Donc je l'écoutais quand j'allais au travail pendant les derniers jours au boulot. Et alors à l'origine, c'est encore un des livres qui ne m'intéressait pas spécialement. Mais les filles sur le Discord voulaient faire une lecture commune. Et donc je me suis jointe à elles. C'est très bizarre, je me suis jointe à elles. Et j'ai été très agréablement surprise. Je pense que encore une fois, je l'ai lu en très peu de temps, je vais vérifier. Mais ah non, j'ai mis plus de temps pour celui-là. Parce que pour les audiobooks, en fait, je préfère les écouter quand je suis en voiture. Et le week-end par exemple, soit je reste ici, soit je prends le train, donc j'écoute rarement le week-end. Bon, c'est un peu moins vrai maintenant, parce que j'écoute de plus en plus, mais c'est surtout quand je vais au travail, quand je prends la voiture que j'écoute, et quand je suis seule en voiture. Donc voilà, bon, parce que j'imagine 30 secondes Mathieu dans la voiture avec moi, pendant que j'écoute ça, vitesse 2, non. Du coup, venons-en au livre. Comment vous résumer ça sans trop vous en dire? Alors, oui, c'est écrit que c'est inspiré de Pinocchio, et c'est la raison pour laquelle je voulais pas lire ce livre, hein, parce que clairement, bon, Pinocchio c'est vraiment pas une histoire qui m'intéresse, et c'est vraiment pas... J'ai lu le classique de Collodi, et non. J'ai vu le dessin animé, et non. Je déteste Pinocchio, en fait. Ça me met très mal à l'aise, et non, vraiment pas. Du coup, c'est pour cette raison-là que je voulais pas tellement le lire. Mais j'ai vu que c'était de la science-fiction, donc je me suis dit, on va tenter quand même. Et c'était génial. C'était génial. Il y a des robots. J'essaie de vous résumer le livre. En gros, c'est un petit garçon, non pas vraiment, parce que c'est plus un petit garçon à ce moment-là. Un jeune homme, je sais plus quel âge il a. Un jeune homme qui vit avec son père, qui est un robot. Ils vivent cachés dans les arbres, hein, c'est pour ça que vous avez ça ici. Et régulièrement, Vic, c'est notre héros, va dans une espèce de décharge où il trouve des robots, il les répare et il s'ajoute à leur famille. Donc c'est pour ça qu'on a, je ne me souviens plus de leur nom, c'est affreux, Rambo et Nurse Ratched. Oui. Donc on a plusieurs robots ici. J'ai adoré la dynamique entre Nurse Ratched et Rambo. C'était génial. Le narrateur en plus va prendre une voix différente quand il va les jouer et j'avais trouvé ça parfait. Donc j'ai adoré surtout les relations entre les personnages. En fait c'est ce qui fait je trouve la force de ce livre et la force d'ailleurs des livres de T.J. Klune en général. Trop bien. Alors il y a juste un élément qui fait que c'est pas... Enfin c'est un coup de cœur hein. Mais il y a un élément qui m'a peut-être éventuellement un peu gênée. Je ne peux pas vous en parler. Mais j'étais un peu... Voilà. Je crois que je suis pas encore arrivée là pour... Enfin je peux pas encore pleinement apprécier ce genre de trope. Mais c'est pas grave. Hein. J'ai adoré ce livre. Voilà. Et je ne vous ai pas tellement parlé de l'histoire, en même temps j'ai pas envie de vous spoiler. Sachez juste qu'un jour Vic va aller dans cette décharge, il va trouver un robot un peu spécial et il va décider de le réparer. Et voilà.
on va dire que l'histoire commence là, parce qu'il me semble que ça arrive dans le chapitre 2. J'ai essayé de vous dire ce que j'ai mis, parce que je ne me souviens plus. J'ai mis que j'avais aimé la création, enfin la création de l'univers, on va dire, et l'intrigue. C'est vrai que c'était beau, mais oui, ce que je vous ai dit, hein, ce qui fait la valeur de ce livre pour moi, ce sont les personnages et les relations entre eux. Il y a un trope que j'ai pas du tout aimé dans ce livre, et c'était déjà arrivé dans un livre que j'avais lu il y a pas très longtemps, juste avant. Je peux pas vous dire quoi parce que forcément ça vous spoil, mais je pense que je referai une vidéo sur les tropes que j'aime et celles que je n'aime pas, parce que vraiment cette trope, j'en ai un peu marre en fait de l'avoir partout. Bon, je peux pas vous le dire parce que à nouveau c'est un spoiler, mais en fait il y a un élément en particulier que j'ai adoré dans ce livre et que je ne peux pas vous dire parce que ça fait partie de, enfin c'est en gros une réécriture d'un de mes livres préférés et c'était intelligent la façon dont c'était amené, enfin ce livre est trop bien. Allez le lire, nous pourrons en parler ensuite, ce sera merveilleux. D'ailleurs je me demande si sur la chaîne, parce que bon là il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie donc je ne peux pas trop vous faire des vidéos tout le temps, mais j'aimerais bien que ça reprenne plus sérieusement et j'aimerais bien aussi vous faire des vidéos par exemple, parce que là je ne peux pas vous parler de ce livre en entier parce qu'il y a des spoilers, mais j'aimerais bien vous faire des vidéos où je vous parle de ces livres et c'est vraiment une vidéo attention spoiler. Si vous n'avez pas lu ces livres, ne regardez pas cette vidéo ou passez le moment où je parle de ces livres parce qu'il y aura des spoilers. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéo, je sais pas si ça vous intéresserait, mais allez lire ce livre, il est très bien. Et du coup, après avoir lu In the Lives of Puppets, je me suis dit qu'il fallait que je lise évidemment d'autres livres de T.J. Klune. Donc il y a 2 autres livres qui m'intéressaient de lui. Et je les ai aussi lus en audio d'ailleurs. Alors je vais pas vous parler de l'autre, je vais vous parler de celui-là. Alors celui-là du coup, oh mon dieu j'ai pas fait de chronique, je suis affreuse. Il faut que je refasse des chroniques. D'ailleurs j'essaie de faire des chroniques régulièrement cette année, c'est un peu difficile parfois, mais pour l'instant j'y arrive. Là j'ai juste 6 chroniques de retard, mais est-ce que vraiment c'est inquiétant? Pas du tout. Quand on voit que pour certains livres de l'année je n'ai même pas fait de chronique en 2023, bon voilà. Mais j'aimerais bien aussi reprendre le blog, mais là il y a beaucoup trop de choses, je ne peux pas. Physiquement, ce n'est pas possible, je ne suis pas encore une pieuvre, donc voilà. Donc un autre livre que j'ai lu de T.J. Klune et que j'ai adoré, c'est Under the Whispering Door de... J'allais dire de T.J. Klune. La reprise. Il a été traduit par Sous la porte qui chuchote, et je crois d'ailleurs qu'il va sortir en poche cette année, ou qu'il est sorti en poche cette année, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai vu que certaines personnes n'aimaient pas ce livre parce que le personnage principal est, comment dire, pas très agréable on va dire, mais j'ai l'impression que dans celui-là et un autre livre que j'ai lu de T.J. Klune, le narrateur n'est pas un personnage agréable. En fait on va le suivre, mais c'est vraiment quelqu'un qui démarre pas hyper bien dans l'esprit du lecteur et qui a une vie assez morne, assez lugubre et qui n'est pas... qui vit pas vraiment en fait, qui suit ce qu'on lui dit de faire, qui a des instructions et un travail, et donc qui fait ce qu'on lui dit et c'est tout. C'est l'idée. Du coup c'est pas forcément un personnage très charismatique, j'avoue. Les personnages plus charismatiques vont être les personnages qu'il va rencontrer par la suite. Alors pour tenter de ne pas vous spoiler, mais quand même vous parler de cette histoire, je crois que c'est dès le premier chapitre, hein, donc c'est vraiment pas un spoiler. Dès le premier chapitre, notre personnage principal va mourir. Voilà, c'est ça, le personnage principal va mourir. Donc Wallace meurt, et il assiste à son enterrement. Et à son enterrement, on va dire que un faucheur, je sais plus si c'est comme ça qu'on les appelle, mais ou un moissonneur, va venir le chercher. Puisque maintenant il doit poursuivre son chemin. Il va donc arriver à un endroit où, c'est l'endroit où il va passer dans l'autre monde. Et c'était génial. J'ai pas envie de trop vous en dire, mais à nouveau, l'auteur est tellement doué pour les relations entre les personnages, mais aussi pour la création d'un espèce d'univers où on a envie d'être... Enfin, comme pour In the Lives of Puppets, j'avais envie d'être avec les personnages, j'avais envie de voir Rambo et Ratchet parler ensemble, j'avais envie, voilà, d'être avec eux. Alors certes, le personnage principal, enfin le narrateur n'est pas forcément le personnage le plus charismatique et le plus intéressant, mais il évolue et c'est ça qui fait que c'est une bonne idée d'avoir fait en sorte que ce soit lui le narrateur. Bon, il y a évidemment d'autres personnages qui sont adorables, et la fin est... oh mon dieu. Voilà, je pense que pour chacun des livres que j'ai lus de Klune, j'ai pleuré à la fin. Voilà, donc imaginez-moi dans ma voiture en train d'écouter le livre et en train de pleurer la race. Il y a aussi dans ce livre un trope que j'apprécie pas forcément, mais alors je pense que l'auteur, encore une fois, a un talent particulier pour me faire aimer des tropes que normalement je n'aime pas du tout. Parce que là il se passe quelque chose et je me suis dit,
blague. Enfin, pour n'importe quel autre livre, je me serais dit, blague. Mais en fait, non, là, c'était merveilleux. Donc voilà, c'est cosy, mais c'est aussi un peu cruel, c'est triste, et c'est beau, voilà. Enfin, ça nous parle de la vie, de la mort, de notre relation à la mort, du fait qu'il faut laisser partir les gens quand c'est l'heure, et le fait que c'est dur de les laisser partir, et là, du coup, on a un personnage qui meurt et qui n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait, ou enfin, qui se rend compte, en fait, au cours du livre, qu'en fait sa vie n'en était pas une et qui regrette. Voilà, c'était très beau. Et j'adore la couverture qui du coup nous dit un petit peu tout sans rien nous dire, puisqu'en fait on se rend compte que les éléments de la couverture ont un sens seulement une fois qu'on a lu le livre, évidemment. Ça fait déjà longtemps que je vous parle et je ne vous ai parlé que de 3 mentions honorables. Mon dieu. Alors, je vais vous parler des... J'avais dit que je vous parlais d'abord des livres que j'avais pas. Et vous êtes rendu compte entre temps que j'avais fait n'importe quoi, c'est pas grave. Un autre livre donc qui fait partie des mentions honorables, donc clairement il pourrait être une des meilleures lectures 2023, c'est Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq que j'ai lu en fin d'année. Alors c'est un des livres que j'ai annoté, hein, voilà, parce qu'il y a des petits trucs qui sont soulignés. J'ai mis des commentaires aussi parfois, j'adore faire ça. Ça sert pas à grand chose parce que il n'y a que moi qui lis les livres, voilà ici. Et donc en fait je parle avec le livre qui ne me répond pas, mais voilà, j'aime bien faire ça. Voilà. Si après c'est peut-être intéressant pour ceux qui après m'empruntent le livre et le lisent. Intéressant, je sais pas, parfois ça peut être agaçant ou un peu déroutant. Alors le sous-titre c'est Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et c'était super intéressant. On parle, je crois, de toutes les époques. Hein. Hop là, une préface pour la nouvelle édition aussi. On parle, donc on commence à la préhistoire et on termine par la pensée sexiste toujours vivace. Et la conclusion c'est lutter contre l'oublioir, pardon. Voilà, donc je me suis beaucoup énervée parfois. J'ai noté pas mal d'autres livres qui parlaient de... Enfin, qui évoquaient les... Enfin, que l'autrice citait dans ses recherches. Alors elle a pas mis de bibliographie à la fin, ce qui m'a un peu peinée, parce que ça veut dire que j'ai dû retraverser tout le livre pour... Enfin, j'avais mis des petites flèches en fait pour les livres qui m'intéressaient le plus. Voilà, il y a des choses qui m'ont mise hors de moi. Il y a d'autres choses que j'ai trouvées passionnantes. Voilà, c'est un très bon livre sur le féminisme et sur l'histoire des femmes. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais vous laisser le lire. J'aime bien, j'adore par contre le fait que dès le début, elle explique que les femmes n'ont jamais été hors de l'histoire en gros. Mais aussi que l'histoire des femmes n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'elle... Comment dire? Il n'y a pas d'espèce de progrès constant des droits des femmes ou de l'histoire des femmes. C'est-à-dire que, par exemple, je crois qu'elle évoque le Moyen-Âge, mais j'avais déjà vu ça ailleurs dans d'autres livres que j'ai lus. Au Moyen-Âge, il y a des femmes qui ont du pouvoir, des reines, des chevaleresses, et les femmes, par exemple de la paysannerie, travaillent en fait. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas... L'histoire et l'histoire des femmes, c'est pas une espèce de flèche en avant. C'est vachement plus compliqué que ça. Et j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Donc je vous le recommande fortement. Et d'ailleurs j'ai acheté depuis un autre livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai mis, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis là-bas. Ça s'appelle La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud, que j'aimerais beaucoup lire puisqu'elle parle eh bien, des femmes au Moyen-Âge et notamment de celles qui... Enfin pas de celles qui ont édifié des cathédrales, hein, mais je suppose qu'elle en parle puisque c'est aussi un des chapitres de Titu Lecoq dans son livre Les femmes baptistes des cathédrales. Voilà. Je trouve ça passionnant. Et je vous recommande de le lire évidemment. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous raconter le livre et ce n'est pas intéressant. Je crois que j'ai fait une chronique d'ailleurs. Oui, j'ai fait une chronique sur le blog, donc je pourrais vous la mettre en description. Je parle beaucoup trop. Ensuite, on a Les Mémoires d'un chat d'Hiro Arikawa, que j'ai aussi lu en fin d'année, donc en octobre, peu de temps ou peu après Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq. J'ai lu, je pense maintenant, tous les livres d'Hiro Arikawa qui sont sortis en français. Non, je suis en train de mentir. Il y a une suite à Mémoire d'un chat. Je ne pensais pas qu'il y en aurait une, mais il y en a une. Et je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai pas fait de chronique pour Mémoire d'un chat. Voilà. Donc il y a une suite, une suite qui est sortie, Le Retour du chat, je crois. Je crois que ça va être comme ça. Que je n'ai pas encore parce que j'attends de pouvoir le trouver d'occasion et j'attends qu'il sorte en poche aussi. Hein, parce que j'aimerais pas que mes éditions soient... Voilà. Mais Les Mémoires d'un chat, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec 2 amis.
Amélie et Mathilde. C'était super beau, mais j'ai pas arrêté de pleurer parce que c'était tellement triste. Je savais, j'ai compris très vite ce qui se passait, hein. Mais waouh, c'était dur. C'était vraiment très dur. C'est très très beau, c'est très bien écrit. Alors, je dis souvent que quand je lis un roman, par exemple ici c'est traduit du japonais, quand je lis un roman traduit du japonais, il y a une espèce de sécheresse de la langue parfois qui m'empêche de pleinement apprécier le livre. Là, pas du tout. C'était fluide, c'était beau, voilà. Ça se lit super vite. Le livre, alors je vais vous montrer des petits extraits. Ne lisez pas, hein, surtout. Mais voilà, à un moment donné, on a ce genre de choses partout. Voilà. Et du coup, j'ai même écrit, hein, voilà. Voilà, c'était vraiment un livre très très beau, très très doux. À nouveau sur les relations, un petit peu comme Teddy Clown, à nouveau sur les relations, et aussi sur la relation entre homme et chat. C'était très très émouvant. Et je ne veux pas trop vous en dire parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez qu'en gros, au tout début, un être humain qui s'appelle, je ne sais plus comment, Satoru, va trouver un chat qu'il va garder chez lui, et un jour il ne peut plus le garder, donc il va essayer de trouver des gens pour le garder à sa place. Et voilà. Trop beau. Super triste, je vous préviens. Alors il me reste encore 2 mentions honorables que je n'ai pas. Et ensuite on passe aux meilleures lectures. Cette vidéo va être interminable, mais on s'y attendait. Alors l'avant-dernier c'est The Dead Romantics d'Ashley Poston. C'est, je crois, la première romance que j'ai lue de l'année. Parce que vous le savez depuis que, enfin si vous êtes là depuis longtemps, la romance c'est pas trop mon truc. Du coup j'essaie d'éviter. Et là en fait c'est le concept qui me semblait super intéressant, puisque dans The Dead Romantics, que je vais retrouver ici, voilà, je l'ai écouté sur Scribd il me semble. Oui. Je l'ai écouté en novembre, et c'est surtout en fait les prémices du livre qui m'intéressaient, puisque en gros on va suivre Florence, qui est une autrice qui ne croit plus en l'amour. C'est dommage parce qu'elle écrit des romances. Du coup elle n'arrive plus à écrire non plus. Et voilà, elle est prête à pas mettre fin à sa carrière, mais elle sent que sa carrière est finie. Elle va devoir retourner chez elle pour un enterrement. Et là, elle va trouver quelqu'un qui est mort, et qu'elle va devoir aider à accepter qu'il est mort. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai trouvé le concept super intéressant. Le fait en fait que l'autrice mélange romance et, alors, pas vraiment fantastique, mais un élément surnaturel on va dire, sans que ce soit une romance paranormale. J'ai trouvé ça intéressant comme concept, et du coup je me suis dit, allez c'est parti. J'ai adoré, c'était génial tout simplement, et c'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. J'ai trouvé ça passionnant à nouveau, les relations entre les personnages, hein, puisque plus je vieillis entre guillemets, et plus j'ai l'impression que ce qui compte pour moi dans les romans, c'est non seulement le style d'écriture, mais aussi la relation entre les personnages, et si les personnages sont vraiment complexes et pourraient réellement exister on va dire, ou si ce sont des espèces de personnages en papier mâché, voilà. Donc il faut vraiment que les personnages aient quelque chose de particulier pour que ça fonctionne pour moi, et là ça a fonctionné. Hanté et froid depuis longtemps. Il y avait des moments terribles, puisque bon, comme je vous l'ai dit, elle retourne chez elle pour un enterrement, et ça bon voilà, c'était très dur. Et c'est aussi ce que j'aime dans les livres d'Ashley Poston, c'est que c'est pas seulement des romances, on parle d'autres choses. En fait le centre du livre c'est bien une romance, mais il y a aussi tout le reste autour qui a de l'importance, et donc c'est pas juste une histoire d'amour. Je sais pas si c'est très clair. Il n'y a rien de mal hein, contre les livres qui ne sont que des histoires d'amour, c'est juste que c'est pas ce que moi j'aime. Donc j'ai aimé que ce ne soit pas seulement ça. Et oui, on va se retrouver en fait dans le comment ça s'appelle? Ah, le crématorium, funérarium. Et ça m'a fait penser un peu à The Haunting of Hill House, donc forcément c'était parfait. Bon, il n'y avait pas vraiment de côté terrifiant, hein, mais ça m'y a fait penser légèrement. Il y a juste une scène sexuelle, heureusement qu'il n'y en avait qu'une. C'était très gênant, surtout que comme j'ai écouté le livre, j'ai écouté la scène. Donc voilà, c'était parfait, c'était vraiment un très bon livre. J'étais à l'époque dans une panne de lecture, donc c'était parfait, ça m'a fait remonter la pente de manière... Alors pas stratosphérique, parce que bon, la fin de l'année 2023 niveau lecture c'est pas ouf, ni le début de l'année 2024, mais au moins ça m'a permis de... Voilà, d'aller mieux on va dire, entre guillemets. C'était une très bonne romance, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais lu. Je ne sais pas si elle a été traduite, je pense que non, pas encore. Un jour peut-être, mais je pense que oui, elle sera traduite. Et entre temps, j'ai lu d'autres livres d'Ashley Poston, notamment toute sa série Geekerella, que j'ai moins aimé par rapport
The Dead Woman 6, et j'ai aussi lu The 7 Years Sleep qui était vraiment pas mal, vraiment très bon, en lecture commune d'ailleurs. Et j'attends du coup son prochain livre qui s'appelle Novel Love Story, qui sort je crois en juin ou en juillet, et que j'écouterai en audio aussi du coup. Mon appareil photo est en train de me dire « Hey, tu n'as bientôt plus de piles !» On va donc tenter d'être rapide et efficace. Le dernier livre dans les mentions honorables, c'est une anthologie, et c'est In These Hallowed Halls, a Dark Academia Anthology, édité par Mary O'Regan et Paul Kane, avec parmi les auteurs du livre Olivia Black, Emily Rio, Susie Yang, David Bell et J.T. Ellison. Ce livre était incroyable, c'était génial. Je l'ai lu en format numérique qui était dispo sur Kobo Plus il me semble, et c'était trop bien. Alors je vous expliquerai, en fait j'avais lu juste avant ça un roman de Dark Academia que j'avais adoré, et du coup j'avais envie de lire d'autres livres Dark Academia, et donc je suis tombée sur cette anthologie qui est sortie d'ailleurs en 2023, et je me suis dit que c'était le destin et qu'il fallait évidemment que je la commence maintenant, et voilà. C'était génial. Alors je vais juste vous parler en gros hein, de l'anthologie, je vais pas vous développer chacune des nouvelles, hein. Je l'ai fait dans ma chronique Goodreads si vous voulez. Alors il y avait certaines nouvelles, j'ai pas trop compris pourquoi elles étaient, pas trop compris pourquoi elles étaient là, si, il y avait le côté décor académique, mais il y en a une en particulier, je me suis dit pourquoi c'est là, parce que c'est pas du tout du Dark Academia, mais si vous voulez. Il y a aussi des nouvelles que j'ai pas spécialement, pour lesquelles je m'attendais à plus, par exemple celle d'Olivia Black. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit, Blake, je pense qu'on dit Blake en anglais. Je m'attendais à ce que ce soit incroyable parce qu'elle est assez connue pour ses romans Dark Academia, notamment des Atlas Six et un autre livre, Masters of Death, un autre livre qui est dans ma wishlist. Donc voilà. The Air and the Hand de Kelly Andrew était vachement bien. Est-ce que je vais retrouver ma préférée? Ah, The Refugees de Lane Fargo était super. Lane Fargo a écrit d'autres livres, je ne l'ai pas mis bien sûr, mais elle a écrit d'autres livres, je crois que c'était ma préférée d'ailleurs. Elle a écrit d'autres livres Dark Academia en quelque sorte, en tout cas il y a un décor académique. Je crois que c'était Benevolent et un autre livre que j'ai du coup très envie de lire. Hein. Parce que du coup ça m'a permis de découvrir tout un tas de nouveaux auteurs, ça c'est top. Il y en a une qui était assez dure pour moi à lire, mais c'était pour moi pas vraiment du Dark Academia. Il y avait une nouvelle d'Emel Rio qui était très très bien. Il y en a une que j'ai détestée parce qu'il y avait un trope qui me dégoûte profondément dedans. Ouais, je pense que ma préférée c'était quand même celle de Lane Fargo. J'ai adoré, c'était avec une archiviste et c'était voilà, c'était un peu creepy, et le personnage principal s'appelle René, et je me demandais si c'était inspiré de Renée Vivien, la poétesse française. Bon, j'ai pas ma réponse, mais j'ai vraiment trouvé que cette anthologie était top, et du coup ça m'a donné envie de lire encore plus de Dark Academia. Je me suis dit que c'était vraiment totalement mon style ce genre de lecture, donc voilà. Et on a fini pour... Bon, cette anthologie n'est pas encore traduite. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Je ne sais pas. On a fini pour les mentions honorables, on passe aux meilleures lectures 2023. Alors je vais mettre de côté les deux meilleures parce que je vais vous en parler juste à la fin. Voilà, on va faire un petit décompte. Ce que je fais jamais d'habitude. Et je vais vous parler des autres. Je vais commencer par ceux que je n'ai pas. Cette fois je vais vraiment commencer par ceux que je n'ai pas. Alors, le premier que je n'ai pas, c'est Annihilation de Jeff Vandermeer. Je vous en ai parlé, ce livre est génialissime. J'ai fini la trilogie depuis. Il y a un 4e livre qui est prévu. J'ai moins aimé les 2 derniers, mais le premier était incroyable. On va suivre un personnage qui s'appelle la biologiste. Et en gros, c'est écrit, c'est son journal, en quelque sorte, d'exploration, puisqu'elle est envoyée dans la zone X. Alors, je pense que ça s'appelle comme ça en français. En anglais, c'est Era X. Et elle fait partie de la 11e ou 12e expédition, je ne sais plus, mais en gros, l'expédition précédente était entièrement masculine et cette expédition-là est entièrement féminine. Et donc on va la suivre en train d'explorer la zone X avec les autres femmes de l'expédition. Et on va comprendre qu'il se passe des choses un peu bizarres. C'est un peu horrifique, mais j'avais pas vraiment peur parce que, avec le point de vue de la narratrice, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais en gros il y a quelque chose qui se passe qui fait que... comment dire, on va
peu à peu être contaminée par le point de vue de la narratrice. J'ai trouvé ça super intelligent de la part de l'auteur, c'était juste génial, j'ai adoré. Mais surtout j'ai adoré avoir le point de vue de la biologiste. Et je sais pas, en fait son point de vue fait que tout est un peu flou au contour on va dire, et ça fait que du coup on entre dans la zone X sans vraiment avoir peur, et c'est ce qui est censé nous faire peur. Je sais pas si c'est très clair. Ce livre était génial, lui aussi j'aimerais l'avoir dans l'édition que j'ai lue, alors pas en hardback cette fois mais en paperback, donc je chasse cette édition, je la trouverai, mais c'était génial. Bon, les 2 tomes suivants pas tellement, mais celui-là, voilà. Et j'ai toujours pas regardé le film parce que je pense que le film pour le coup me fera vachement plus peur que le livre, donc voilà, pas encore regardé mais ça viendra. J'ai pas écouté Annihilation, hein, je l'ai lu en en version digitale parce que je ne peux pas écouter des livres d'horreur, non, il y a des limites quand même. Ensuite par contre j'ai écouté Beauty Queens de Laba Bray, je vous en avais parlé dans les meilleurs livres je pense, les meilleures lectures de 2023 jusqu'à maintenant. Et bon bah voilà, c'est confirmé, ce livre est juste incroyable, c'est ma lecture doudou je pense, clairement. C'est un livre que je trouve, je sais pas, je m'attendais à rien en l'écoutant et j'ai trouvé tellement de choses géniales. La relation entre les personnages surtout était vraiment top. J'ai trouvé que le concept était intelligent aussi puisque, je vous en ai parlé, mais c'était un crash d'avion. Et dans cet avion, il y a des candidates pour un concours de beauté. Et elles vont se retrouver donc sur une île où elles vont devoir survivre. Ça va créer, voilà, comme je vous l'ai dit, des relations particulières. On va les découvrir d'une autre façon puisque, bon, on peut avoir le préjugé de oui, enfin, ce sont des candidates pour un concours de beauté, donc qu'est-ce qu'elles ont à dire vraiment? Pourquoi elles sont là? Est-ce qu'elles ne comptent que pour leur beauté? Voilà. C'était super bien. J'adorais. Ça reste un de mes livres préférés, je pense. De tous les temps, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une de mes lectures doudou préférées. Je pense que si jamais j'ai encore des peines de lecture de folie comme en début d'année, il est très possible que je relise ce livre pour, voilà, me consoler, on va dire. Et j'ai aussi adoré la note de l'autrice à la fin qui parle de la création du livre. J'ai trouvé ça super touchant et j'ai adoré l'entendre rire à la fin. Enfin, je sais pas, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai niveau lecture. Donc voilà, je suis contente de l'avoir entendu. Donc voilà, j'ai aussi envie de me trouver une belle édition, L'édition française est absolument atroce. Le livre est traduit par les Belles de la Jungle. Oh, je suis presque désolée. Mais en plus, même la couverture est horrible en français. Mais vraiment, le livre vaut le coup. Vraiment. Faites-moi confiance. Il faut le coup. Un autre livre que je sais pas, là c'est toute une trilogie, mais je vais vous parler surtout du tome 1 parce que c'est mon préféré, même si j'ai adoré la trilogie et la série d'ailleurs qui s'étend par la suite. Le livre suivant c'est Truly Devious, et donc la trilogie c'est The Truly Devious Trilogy, et en fait la série est étendue en The Stevie Bears Mysteries. Donc dans la trilogie il y a Truly Devious, The Vanishing Star et The End on the Wall, et en fait vous avez ensuite la trilogie, enfin la série étendue avec The Box in the Woods et Nine Liars. Mon livre préféré, c'est Truly Devious, parce que ce premier tome, je le trouve vraiment hyper bien fait. C'est une espèce de mystère-ia, donc un adulte, où on va suivre Stevie Bell qui entre dans une école prestigieuse, l'Ellington Academy, je crois qu'elle s'appelle comme ça, si je me souviens bien. Et tout y était. Le décor d'Arc Academia, le groupe dans lequel on se sent bien, un peu murder mystery parce qu'il y a un crime qui n'a jamais été élucidé au moment alors je sais plus si c'est au moment de la fondation de l'école ou c'est encore avant, j'ai un doute, mais en gros il y a un mystère qui n'a pas été élucidé et il y a des meurtres qui vont avoir lieu dans le présent, puisqu'en fait on a 2 timelines du coup, celle du passé et celle du présent. On va suivre Stevie, alors je crois qu'elle est narratrice du livre mais j'ai un doute maintenant. On va suivre Stevie, elle qui en fait a intégré l'école parce qu'elle veut résoudre ce mystère qui n'a jamais été résolu. Donc on va la suivre elle, et on va suivre aussi d'autres personnages dans le passé. Alors attendez, je sais que j'ai écouté cette trilogie en audio, c'était incroyable, j'ai adoré. D'ailleurs j'ai dû me battre avec Scribd parce qu'il ne voulait pas me donner accès au tome suivant. Ça me frustrait énormément parce que vraiment j'ai adoré cette série. Donc voilà, donc j'ai dû... Ah mon dieu, j'ai pas fait de chronique, mais je suis vraiment affreuse. Je crois que si, en fait j'ai un document sur lequel j'ai fait mes chroniques en avance et en fait je l'ai réécrit ensuite, mais je ne l'ai pas encore fait. Bon, j'ai lu en septembre, c'était génial. Et est-ce que Stevie est la narratrice? J'ai un doute maintenant. Je ne sais plus. Mais bref, on a la timeline du passé, la timeline du présent, et dans le présent on suit Stevie. Et voilà, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai surtout adoré le décor d'Arc Academia, le trope du groupe d'amis.
mais aussi le fait que Stevie veut absolument résoudre son crime, et donc à un moment donné elle va s'éloigner un peu de ce groupe, et nous on est là, non, reste là. Il y a juste éventuellement quelques tropes qui auraient pu m'agacer, mais ça n'a pas fonctionné parce que le livre était vraiment trop bien. C'était, bon, il y a une romance. Et c'est tout. J'ai trouvé que tout le reste était génial. J'ai adoré toute la trilogie, mais vraiment le premier était mon préféré. Et les 2 tomes suivants qui sont plus vraiment... Ils font plus partie de la trilogie en fait, parce qu'en fait, bon, alors... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été agacés par le fait que True Devious, enfin le crime, ce qui est censé être, enfin, l'affaire que veut résoudre Stevie, n'est pas résolue à la fin du tome 1, elle est résolue en fait à la fin du tome... Alors je crois que c'est à la fin du tome 3, hein. Ou au milieu du tome 3. Non, je crois qu'elle est résolue dans le tome 2, mais qu'on attrape le criminel que dans le tome 3, je ne sais plus. Donc c'est pas résolu dans le tome 1. Et il y a certains lecteurs qui ont été agacés par ça parce que, bon voilà, ils auraient aimé avoir la fin tout de suite. Bon, moi ça m'a pas dérangé, hein, puisque bon, tous les tomes étaient sortis, donc je savais que je pouvais lire tous à la suite. Hein. D'ailleurs, par contre, ce qui m'a dérangé, c'est le fait que Scribd refuse de me donner accès à la suite de la série, parce que j'étais... Comment dire, frustrée de ouf. Bon, j'ai réussi à y avoir accès d'une autre façon, toujours en audio, parce que j'avais trop envie de les écouter, c'était tellement mieux. Et oui, voilà, c'est une des meilleures séries que j'ai lues en Young Adult, et j'ai adoré, c'était formidable. J'ai hâte d'ailleurs d'avoir le tome 6 maintenant. Je ne sais pas quand il sort, mais j'ai hâte, je veux l'écouter. Voilà, je veux continuer sur Stevie. J'adore. Je sais pas, je suis en tension quand je les lis. Les personnages peuvent éventuellement être soit le tueur, soit en danger. Voilà, j'adore. D'ailleurs, je me suis découvert en 2024 une nouvelle passion pour les murder mysteries et les thrillers. Tout va bien. J'en ai pas lu beaucoup en 2023, donc nouvelle passion, pourquoi pas. Mais voilà, c'était une de mes meilleures lectures de 2023, c'était génial. Je vous les recommande du coup, toujours pas traduit par contre, donc en anglais si vous pouvez. Et j'espère qu'un jour ils seront traduits. On peut toujours croiser les doigts. Et c'est tout pour les livres que je n'ai pas. On va passer aux livres que j'ai. On va essayer d'aller dans le bon ordre. Le premier que j'ai lu, bon je vous en ai déjà parlé aussi parce que c'était formidable, c'est la trilogie du Bastan de Dolores Redondo avec le premier tome Le Gardien Invisible, mais aussi le tome 2 de Chair et d'Os et le tome 3 Une offrande à la tempête. Incroyable cette trilogie. Les livres sont super longs, là le premier fait à peu près 520 pages. Le suivant en fait un peu plus je crois. Il y en a un qui doit faire 600 pages en tout. C'était génial, c'était formidable, c'était incroyable. C'est une trilogie où on va suivre Amalia. Je crois que c'est pas la première personne par contre. Non, Amaya, pas du tout Amalia, pourquoi je l'ai appelée Amalia? Amaya, pardon. Donc on va suivre Amaya qui est inspectrice et qui va devoir retourner dans son village natal parce qu'il y a une série de meurtres absolument horribles. Alors je vous préviens, dans le premier tome c'est sur des adolescents, dans le deuxième c'est sur des enfants et dans le troisième c'est sur des bébés. Ça se pose là, niveau glauque, niveau dark. Voilà. C'est absolument horrible, c'est formidable, c'est très prenant. C'est incroyable, il y a des moments cosy où on est avec les personnages dans leur vie quotidienne et il y a des moments affreux où on est devant des scènes horribles d'enfants torturés, tués, voilà, glauque donc. Mais c'était génial, je vous recommande tellement Dolores Redondo. J'ai lu un autre livre d'elle entre temps qui se retrouve dans les mentions honorables. Il me reste un livre d'elle à lire, un seul. J'attends parce qu'après j'ai plus rien. Mais c'était génial. Et je tiens à dire que ce livre, cette trilogie, m'a fait pleurer parce que l'un de mes personnages préférés dans la série meurt. J'étais pas prête du tout. Voilà, c'était génial. Par contre, je vous le dis, c'est très 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 sombre. Donc si vous n'aimez pas les livres avec des meurtres d'enfants ou ce genre de choses, enfin qui aime les livres comme ça, pas grand monde je pense, mais enfin je veux dire, si c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas lire parce que non, voilà, c'est un peu le centre des enquêtes d'Amaya. Ah oui, et il y a aussi un côté fantastique dans le livre, fantastique au sens vraiment en français du terme, hein. Il y a des espèces d'éléments surnaturels qui apparaissent à certains moments, et c'était génial. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous faire lire ces livres. J'espère que vous les lirez, c'était formidable. On va vachement plus vite pour les meilleures lectures que pour les mentions honorables, je ne sais pas ce que ça dit de moi. Alors ensuite, on a la séquence Hartman dont je vous ai déjà parlé de Saul Bordelakis. Un beau pavé que j'ai reçu en service presse et que j'ai lu et qui était incroyable. Il fait plus de 600 pages, mais je l'ai dévoré. Non, à un moment donné, je me suis un peu ralentie parce que j'avais envie de faire durer le livre tellement il était génial. On est dans le futur. La Terre est inhabitable et on va dire qu'il reste des humains,
Et il y a aussi des bots. Et du coup, ce sont des bots qui ont acquis, on va dire, une indépendance, une autonomie, une liberté. Ils sont conscients d'eux-mêmes. Et on va suivre deux personnages. Rose qui est dans un vaisseau. Je ne vais pas vous dire pourquoi il est parti, vous le découvrirez vous-même. Mais c'est... Enfin, du coup, tout va se passer dans le vaisseau. Et on va aussi nous parler du coup d'intelligence artificielle, tout ça. Puisqu'il y a, il me semble, un problème avec l'intelligence artificielle à bord du vaisseau. Je ne vais pas vous en dire plus. Et on va suivre aussi Asha, qui est une chercheuse sur Terre, qui est elle un bot. Et ça nous parle à nouveau de relations, ça nous parle de singularité, ça nous parle de conscience robotique, de l'intelligence artificielle. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'intelligence artificielle. C'était extraordinaire, je trouvais ça génial. J'ai adoré en fait les réflexions là-dessus. Il y a des parties que j'ai un peu moins aimé parce que c'était... comment dire, on partait un petit peu sur sur quelque chose que j'appréciais pas forcément. Mais le reste était incroyable. J'ai juste adoré. Il y avait des scènes aussi très émouvantes. Enfin voilà, ce livre est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. Surtout que c'est un livre qui a été... qui était édité chez ActuSF, qui a fermé, mais qui a été repris. Du coup, vous allez pouvoir continuer à lire ce livre. Il a aussi été édité chez Go-Auteur. C'est le premier... la première édition grand format était chez Go-Auteur en 2021. Donc voilà, n'hésitez pas, ce livre est génial. Il est long, mais il est incroyable. Et c'est super bien écrit. Super bien écrit. Je crois que d'ailleurs, dans la première vidéo où je vous en ai parlé, je vous avais lu le début. C'était juste trop bien. Enfin, lisez-le. Et là, on a du coup deux personnages qu'on va suivre à peu près, enfin oui, à égalité. Hein, ce sont les deux personnages principaux. Et il n'y en a pas un qui va supplanter l'autre. C'est-à-dire, il n'y en a pas un que j'ai préféré suivre que l'autre. Non, je crois pas. J'ai adoré suivre les deux. Ce qui est assez rare. C'était formidable. Lisez-le. Et on a aussi, avant que je passe à un autre livre, on a aussi des moments où on revient dans le passé, où on comprend comment on en est arrivé là dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des bots, tout ça, c'était passionnant. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres sur l'intelligence artificielle et les robots, mais j'ai peur que ce soit pas aussi bon que ça. Enfin, j'en ai trouvé d'autres entre temps, mais vraiment celui-là c'était le meilleur que j'ai lu. Ensuite, on a... Non, celui-là c'est un des derniers. Celui-là c'est bon, celui-là. On a deux livres. Alors j'ai lu la trilogie très très rapidement cet été. J'ai trouvé ça incroyable. Et donc je vous présente les deux tomes que j'ai préférés. Donc je vais vous parler de deux tomes d'une trilogie que j'ai adorée. C'est Le goût du bonheur, donc le tome 1 Gabriel et le tome 2 Adélaïde. Si vous ne voulez pas vous spoiler le tome 1, ne lisez surtout pas le résumé du tome 2, puisque la première phrase c'est ce qui se passe à la fin du tome 1. Moi je me suis spoilée évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais voilà, donc. Alors par contre vu que je m'étais spoilée, j'ai eu une vision très différente je pense de ce tome 1. Puisque je savais ce qui allait arriver. Donc voilà, c'était incroyable. Alors c'était pas incroyable parce que c'est formidablement bien écrit ou je ne sais quoi. Hein. Enfin c'est bien écrit mais c'est pas un style d'écriture formidable. Même s'il y a des phrases que j'ai trouvées super belles et que j'ai surlignées. Il y a des passages entiers que j'ai adorés. C'est surtout que c'est une trilogie où on va suivre toute une famille sur plusieurs générations. Et c'était génial en fait de me retrouver avec ces personnages, d'être par exemple avec Gabriel dans le tome 1, avec Adélaïde dans le tome 2, le tome 3 s'appelle Florent, donc on est avec Florent principalement, mais en fait on est avec tout un tas d'autres personnages. On va suivre en fait une famille, et c'était incroyable d'être avec eux, les moments cosy avec eux, les Noëls par exemple, ou les moments où on se rend compte qu'il y a des évolutions de relations entre les personnages. C'était juste incroyable. Alors les tomes sont énormes. Bon, l'édition de premier tome est un peu abîmée, bon, bref. Les livres sont énormes, mais je les ai dévorés clairement. C'était juste incroyable. L'autrice est canadienne, québécoise, et donc les livres sont écrits en français à l'origine, et elle nous parle d'une période. Alors ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale et pendant. Et donc elle nous parle d'une période où là les personnages, par exemple la religion est importante. À l'époque, je ne sais pas hein, si c'est encore le cas, puisque je ne suis jamais allée au Canada ni au Québec, donc je ne sais pas si c'est encore le cas, mais elle nous parle des doutes des personnages, du fait qu'ils se posent des questions, du fait que la religion est ancrée chez eux, de tout un tas de choses comme ça, des évolutions de la société, en bien, en mal, enfin voilà, progrès ou pas, enfin, ce genre de choses, et c'était génial. Ça nous parle aussi de la place de la femme au Québec, à cette époque-là.
et de ce que font les femmes pour obtenir plus de droits ou pour obtenir davantage de liberté ou d'avoir un rôle différent dans la société. Et c'était formidable. J'ai adoré le personnage de Gabrielle. C'est mon personnage préféré, je ne sais pas. Adélaïde est mon personnage préféré, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que le tome 2 est aussi là. Mais l'autrice a aussi un don pour nous faire pleurer, mais à un point. En fait, aucun des personnages de cette trilogie n'est à l'abri. C'est-à-dire qu'on va assister à des morts, parfois soudaines, parfois des morts auxquelles on ne s'attendait pas du tout, des morts de personnages importants ou pas. Et voilà, c'était... Je pense que je ressentirai toujours... ça va être très moche la phrase que je veux dire. Mais j'aurai toujours un ressentiment profond pour la fin du tome 2. Fin que j'ai haï profondément, même si ce tome 2 fait partie de mes lectures préférées de 2023. Mais cette fin de tome 2, j'ai été obligée d'arrêter la lecture de la trilogie tellement je l'ai haï. Voilà. Pour vous donner un peu une idée. Alors le plus long des tomes, c'est le tome 3 qui fait plus de 1000 pages. Mais c'était... Voilà, cette trilogie est formidable et c'était incroyable. Surtout pour les relations entre les personnages, le fait qu'on est dans la famille. Et voilà, enfin voir cette famille évoluer au fil des années et enfin, c'était formidable. Moi j'ai adoré. J'avais l'impression en fait à partir d'un moment d'être avec eux et c'est le meilleur sentiment qu'on peut avoir je trouve dans un livre comme ça où le développement des personnages est aussi important, c'est d'être avec les personnages dans le livre. Voilà, trop bien. J'ai fait une méga grande chronique je pense sur le tome 1 et j'ai préparé des chroniques pour les tomes suivants mais je ne les ai pas publiées. Bon, ma batterie me dit toujours qu'elle est en PLS, donc nous allons voir ce que ça donne. Il nous reste 3 livres. Le livre suivant, c'est À l'école des lettres de Popézy et Maïté Robert. Ce livre est génial. J'ai découvert cette école des lettres sur Instagram grâce au post du journal Matin, puisque c'est édité chez Matin. Alors, je sais plus s'ils ont une maison d'édition aussi. Oui, si, ils ont une maison d'édition. C'était formidable, c'était génial, ça me faisait rire et en même temps c'était... Enfin, c'est formidable. Mon personnage préféré, c'est le petit Victor Hugo, qui est juste... Je suis désolée, mais il est juste adorable, je le trouve mais tellement mignon. Et donc, on va suivre dans cette BD et aussi dans les strips du coup qui sont publiés sur Instagram, les aventures de la classe 19, c'est-à-dire les auteurs du 19e siècle, enfants. Et c'est juste génial. Je crois que... Non, le préféré de Mathieu n'est pas sur la couverture, c'est Edmond Rostand. Et c'est... Bon, moi, je trouve ça formidable. Je vais pas... voilà, je vous ai montré un peu à quoi ressemblent les strips. Je vais essayer de vous en trouver un autre. Alors, vous avez par exemple... Donc là, vous avez la table des matières. On va se concentrer en fait sur un élément de la carrière de ces auteurs où... on va vous parler par exemple, je crois qu'il y a un strip sur les autrices, voilà, Mesdemoiselles, les autrices du 19e siècle. Vous avez une petite introduction et en fait vous avez, donc voilà, par exemple là vous avez le premier et en fait à la fin vous avez une petite biographie de l'auteur plus un poème analysé et je trouve ça trop bien, enfin voilà, c'est juste trop bien. On a Honoré de Balzac qu'on va découvrir, on a Baudelaire qui est... qui est horrible, on a Émile Zola qui est très drôle, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Ça m'a donné envie aussi de lire des auteurs que j'ai pas encore lus, par exemple George Sand, que j'ai toujours pas lu, mais j'ai des livres d'elle, hein, mais toujours pas. On a aussi Verlaine et Rimbaud, j'essaie de vous trouver, on a aussi les autrices du 19e siècle, on a Maupassant, alors attendez, j'essaie de vous le retrouver mais je n'y arrive pas. Ah oui, on a un strip sur Lamartine qui est incroyable. Est-ce que je vais vous le trouver? On a un passage sur le Père Noël qui est aussi très très sympa. Lamartine, voilà, oui bon. Ah, mais j'arrive pas à vous trouver Rostand, c'est fou ça. Mon personnage préféré reste Hugo, je le trouve juste trop mignon. Baudelaire est vraiment horrible dedans. On nous parle aussi de tout un tas de choses. En fait, on mêle un peu l'actualité et le 19e siècle, ce qui est très sympa. J'ai pas trouvé Rostand, je suis dégoûtée. Mais voilà, c'est génial. C'est génial. Et un tome 2 devrait sortir.
Et là actuellement où on est arrivé dans les strips sur Instagram, les élèves vont partir en voyage en Angleterre puisqu'on a découvert la classe anglaise. Parfait. Parfait, génial, super, il est formidable. Et voilà, je suis les deux auteurs, enfin l'auteur, le scénariste et l'illustratrice. Et voilà, j'aime bien voir leurs petits updates, voir les posts de Popézy sur Instagram sont très sympas, parce qu'on apprend des choses. Là c'était sur... Je sais qu'il y avait Snoopy sur la première, mais j'ai complètement oublié de quoi ça parlait. Bref. Donc, génial, lisez-le, c'est formidable. Regardez-moi cette petite classe là, c'est trop bien. Donc, ça m'a donné envie de relire des classiques. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et enfin, drum rolls. On va se calmer. Roulement de tambour, les 2 meilleurs livres de l'année. 2 meilleurs. D'habitude, je n'ai pas de classement, je n'ai pas de meilleurs livres de l'année, mais là, j'en ai un. Alors, j'en ai 2 en fait. Je ne sais pas comment les différencier. Ils sont tous les deux là. Non, vous ne les voyez pas. Ils sont tous les deux là. Et je ne sais pas lequel est le meilleur. Je pense que lui, il est un peu moins bon que l'autre. Mais ça me fait trop mal au cœur de le dire. Je vais quand même le dire et je vais quand même vous le montrer. L'avant-dernier livre, la deuxième meilleure lecture de 2023, c'est If We Were Villains d'Emile Rio. Oh, ce livre est formidable. Ce livre, je dois le lire depuis tellement longtemps. Il est dans ma palle depuis, mais très longtemps, très longtemps. J'ai lu The Secret History de Donna Tartt, donc le maître des illusions, j'avais adoré, c'était formidable. Et on m'avait beaucoup dit que If We Were Villains, c'était aussi du Dark Academia, ça ressemblait à The Secret History, et que j'allais adorer. Ça me terrifiait évidemment, parce que The Secret History, c'est là, niveau lecture, hein. Donc j'avais peur d'être déçue par If We Were Villains. Je vais tenter de résumer. On est dans une école un peu spéciale, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais même plus comment s'appelle l'école. Delaker Classical Conservatory. Voilà. Et il y a une classe où il y a 7 jeunes gens qui se spécialisent, en gros, dans le jeu des pièces de Shakespeare. Oh, comment vous dire. On sait bien sûr qu'il y a eu, comme dans The Secret History, une tragédie. Quelque chose s'est mal passé, on va dire. Et un des 7 va payer pour ce crime. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'était formidable. C'est découpé en 5 actes, comme une pièce de Shakespeare, comme une tragédie de Shakespeare. Et c'était tellement bien, mais je ne sais même pas quoi vous dire, en fait, tellement c'était génial. Tout était bon. J'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré le développement des relations entre les personnages et le développement des personnages lui-même, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout aimé. Alors, on va revoir ma chronique Louise pour tenter d'être un petit peu plus précise sur pourquoi j'ai adoré. Donc, il y a donc j'ai mis qu'il y avait des trop en commun avec The Secret History, c'est pour ça qu'ils sont souvent rapprochés. Hein. Il y a le côté Dark Academia, le côté vieille école emplie de livres de cuir et de bois, les études littéraires ou intellectuelles, hein, puisque là par exemple nos personnages sont spécialisés dans le théâtre shakespearien, mais il y a d'autres spécialités dans l'école qui sont en lien avec les arts ou la littérature. Des personnages gris, moralement suspicieux, on va dire. Et alors, ça je sais pas si je peux vous le dire parce que je suis pas sûre que ce soit écrit. Oui. Bon, c'est pas écrit dans le résumé donc je vais pas vous le dire, mais il y a il y a autre chose qui est en commun avec The Secret History. Je sais plus si on vous dit dès le début. On sait qu'il y a un personnage qui a été arrêté. Donc en fait, je pense que le rapprochement entre The Secret History et If We Were Villains, c'est vraiment le côté esthétique Dark Academia, mais le reste, enfin, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que The Secret History, ça se concentre sur les lettres classiques, donc latin, grec, et un espèce de côté élitiste de cette spécialité qu'a pris le narrateur, et qui va le conduire vers des comportements déviants, dirons-nous, puisque pour ceux qui n'auraient pas lu The Secret History, dès le début, en fait, on sait qu'un étudiant est mort, on sait qu'il est le coupable, et en gros, la première partie du livre, ça va être le build-up jusqu'à... Enfin, le build-up, la construction jusqu'à cette mort, et la deuxième partie, ça va être les conséquences. Là, bon, déjà, pas de lettres classiques, et puis, il n'y a pas vraiment de build-up, en fait. C'est juste que la structure du livre va vraiment être... Alors, ça va pas suivre exactement la structure d'une pièce de Shakespeare, mais si c'est en acte, il y a une raison. Vraiment, on sent la tension monter comme dans une pièce de Shakespeare, quelque chose se passe, et ensuite on a pas le déclin, mais les conséquences. Un petit peu comme dans The Secret Story, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est vraiment qu'il
partagent l'esthétique Dark Academia, pour moi c'est ça qui les rapproche, mais sinon, bah c'est à peu près tout. Donc clairement on peut lire If You Were Villains sans avoir lu The Secret History, et on n'est pas obligé de comparer If You Were Villains à The Secret History. Donc c'est exactement ce que je fais, mais je le fais parce que c'est ça que j'ai vu partout. Donc ne lisez pas If You Were Villains en vous disant je vais lire un autre The Secret History, ou je vais lire un livre qui ressemble à The Secret History. Lisez-le à part, comme un livre, oui vraiment un livre seul en fait, qui n'a rien à voir avec d'autres romans. Je pense que vous aurez peut-être moins d'attentes, et du coup ce sera peut-être mieux pour vous de le lire comme ça. Parce que je trouve ça pas juste en fait de comparer un roman, n'importe quel roman en fait, à un livre qui a autant de succès et qui est autant mis en avant que The Secret History. Parce que forcément à un moment donné le livre, éventuellement, hein, va pas atteindre le livre d'origine auquel il est comparé. Et voilà. Je dis pas que If You Were Villains est moins bon que The Secret History. Je dis juste qu'ils sont différents et que du coup il ne faut pas forcément les comparer. Moi en tout cas j'étais complètement prise dans le livre, j'ai été absorbée, j'étais complètement avec les personnages, j'ai vécu le livre, c'était formidable. J'avais juste envie de continuer à lire, j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin. Je l'ai trouvée belle, cruelle. Je pense, voilà, j'ai mis... Alors, ne lisez pas, je vais essayer de cacher, voilà. Ne lisez pas, mais j'ai mis des points d'exclamation, et en fait je me suis dit, si jamais je prête ce livre, je vais spoiler la personne en écrivant mon commentaire ici, donc je l'ai écrit derrière, je l'ai écrit sur la page en face de, enfin je l'ai écrit là, ici, en face de la note de l'auteur, parce que je ne voulais surtout pas spoiler la personne à qui je pourrais éventuellement prêter le livre. J'ai adoré la fin, j'ai adoré la fin. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été prise dans le livre, c'est ça aussi qui fait que c'est un livre incroyable. Les personnages sont vraiment complexes, j'ai eu l'impression d'être avec eux. Il y a eu des moments cosy dans l'endroit où ils vivent, parce qu'ils ont une espèce de partie de l'école juste pour eux. On a des moments près de la cheminée, ce genre de choses. Voilà, j'adore ce genre de trope, le trope du groupe, où on est bien. Bon, il y avait... Enfin, il y a un moment donné, comme vous savez, j'ai parlé de tragédie, donc il va se passer des choses affreuses, et donc la trope du groupe va se déliter un petit peu. Oui, j'étais un peu agacée d'ailleurs en lisant ce livre parce que je voulais juste le lire. Sauf que bon, la vie fait qu'on ne peut pas juste lire les livres. Donc bon, voilà. Alors la tragédie arrive au milieu du roman. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Parce que vous allez comprendre tout seul et que c'est très intelligent de la part de l'autrice, donc je vais vous laisser découvrir. Et même si cette tragédie arrive au milieu du livre, j'ai ressenti de la tension jusqu'à la fin. Vraiment, c'était fait de manière intelligente, c'était bon, c'était... Oh! Du mal à exprimer ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, je vous ai dit, j'ai aimé que ce soit écrit en 5 actes et que ça reflète une pièce de Shakespeare. J'ai aimé que Shakespeare soit au centre d'ailleurs et que les personnages... Alors, beaucoup disent oui, non mais aucun étudiant ne parle comme ça, aucun étudiant ne peut citer Shakespeare comme ça. Oui, justement, c'est ce qui fait la force de ce livre. Et c'est aussi... Alors, pour avoir fait une prépa lettres où on nous demandait d'être très... comment dire? D'être érudit en fait et de connaître des parties entières d'œuvres. En fait, si c'est possible, juste ça prend une place dans la tête et c'est tellement, ça me prend tellement d'énergie d'apprendre comme ça par cœur et d'être aussi immergé. Enfin, en fait, ces étudiants, en étant des acteurs shakespeariens, n'ont plus de vie à part Shakespeare. C'est-à-dire que Shakespeare, c'est leur vie. Donc si, moi ça m'étonnerait même pas que ça existe en fait des jeunes gens qui peuvent citer Shakespeare comme ça, tellement leur vie c'est Shakespeare. Donc voilà, donc si c'est possible. Et j'ai aussi adoré les scènes où il joue, les scènes où il joue, les scènes où il analyse entre guillemets les pièces, mais c'est aussi le moment où la pièce va refléter leur vie. Enfin moi j'ai trouvé ça. Enfin, en fait j'ai eu l'impression que tout se mélangeait et se tressait. Enfin les pièces de Shakespeare et la vie de nos personnages forment des fils qui vont se tresser ensemble et être tellement serrés qu'on ne peut plus les diviser. Et c'était incroyable, j'ai trouvé ça génial. Oui, j'ai aussi noté que même si, alors on apprend au début des choses qui se... Enfin, au début on est dans le présent, et en fait c'est le personnage principal qui va nous raconter ce qui s'est passé dans le passé. Donc on sait en fait où le personnage se situe dans le présent, et pourtant il y a quand même de la tension jusqu'à la fin, ce que je trouve incroyable. Enfin, je sais pas si ça fait ça qu'à moi, mais quand je lis un livre et je sais, par exemple, imaginons, n'importe quoi, je sais que le personnage va mourir. Par exemple, je vais dire une bêtise, Antigone de Jean Anouilh. Dès le début, on nous dit qu'Antigone va mourir. Et pourtant, jusqu'à la fin, on espère que ce sera pas le cas. Mais c'est déjà écrit au début, donc on sait que ça va arriver. Ben, c'est la même chose pour If We Were Villains, c'est écrit dès le début comment ça se passe, et pourtant, jusqu'à la fin, on essaie de se dire que non, ça ne va pas arriver.
J'ai quand même deviné hein, ce qui s'était passé à un moment donné. Ça n'a pas gâché la lecture, ce qui est assez rare pour les livres comme ça. Donc bravo. Mais oui, j'avais deviné. Ce qui a rendu le livre encore plus intéressant peut-être. Et oui, j'ai expliqué dans ma chronique pourquoi j'étais sûre de moi. Parce que... Je vais pas vous le dire parce que sinon ça va vous spoiler et vous allez comprendre. Mais oui, il y a un élément dans le livre qui fait que je savais qui était le coupable. J'ai mis du jus d'orange sur mes livres. Fin du monde. Oui, là j'explique dans ma chronique Goodreads que si ça m'a pas gâché la lecture, c'est parce qu'en fait j'avais pas compris tous les détails, j'avais pas compris comment ça s'était passé. Et du coup la fin était quand même surprenante et super touchante. Je sais plus si j'ai pleuré à la fin de The Secret History, mais là clairement. Oui, donc bon voilà. Oui, j'ai aussi ensuite noté des choses qui pouvaient gêner d'autres lecteurs. Le fait qu'on cite Shakespeare tout le temps, mais je vous ai expliqué que moi ça passe. Moi ça m'a complètement... Enfin, j'étais complètement dans le livre. En fait, j'étais enfermée dans le livre. Ce livre, c'était juste une invasion de ma personne. Donc, je ne pouvais plus, je n'étais plus une personne qui pouvait vivre en dehors du livre. C'était assez... c'était à la fois génial et un peu gênant pour la vie de tous les jours, j'avoue. J'ai détesté certains personnages. Est-ce que je vous dis lequel? Vous verrez bien, mais il y a un personnage que j'ai profondément haï. Jusqu'au fond de moi-même. Voilà. À un point où j'explique que je me suis dit des choses que je ne me dirais pas dans la vie de tous les jours, heureusement. Ah oui, et dans le synopsis, on nous dit quand même que chacun des personnages du livre va jouer un rôle précis dans chaque pièce de Shakespeare et qu'en fait, ils sont un peu des stéréotypes de personnages. Ce qui fait que c'est surprenant aussi quand certains vont sortir de ce rôle ou évoluer. Voilà, c'était très bien fait, je trouve. Oui, j'ai expliqué qu'en fait, on s'attend à ce qu'ils restent ces stéréotypes de personnages. Et bon, je vais pas vous dire, mais certains oui, certains non, enfin voilà. Oui, ce livre m'a donné envie de relire des pièces de Shakespeare que j'avais adorées, notamment Richard III, que j'ai du coup depuis acheté et qui attend là-bas dans ma palle, parce que je me suis fait une étagère pâle. La folie. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais oui, j'ai très envie de relire Shakespeare, notamment Richard III, qui est, je pense, en fait, avec Othello, ma pièce préférée. Je ne sais pas laquelle est ma préférée. Je pense que c'est Richard III que j'ai le plus lu, mais Othello, c'est quand même... Voilà. J'ai aussi envie de relire King Lear, sachant que c'est super dur, en fait, je trouve, de lire Shakespeare dans le texte en anglais. Donc j'ai envie de relire King Lear, Hamlet, Macbeth, mais c'est pas hyper accessible. Et pourtant, le livre les a rendus presque accessibles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de... Enfin, ça va vous spoiler certaines pièces, c'est sûr. Mais ça va aussi vous donner super envie de les lire. Et voilà, c'est un peu compliqué à lire Shakespeare. Mais c'est quand même génial. Enfin, à la fin, j'étais... je ne sais pas trop comment vous dire ça. C'est une tragédie, hein. Donc bon. Je pensais que j'étais prête à tout, mais vraiment, j'étais pas prête à cette fin. C'était dur pour moi, j'ai pleuré, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, c'était assez horrible. Et la toute fin. J'ai adoré la fin. C'est incroyable. Ah oui, j'ai quand même noté que je m'étais attachée à tous les personnages. Ce qui est vrai. À part un. Il y en a deux auxquels voilà. Il y en a un que j'ai haï, comme je vous l'ai dit. Tous les autres, je m'y suis attachée. Et en fait, c'était pas gagné parce que il y a des personnages qui sont vraiment pas antipathiques, mais un peu quand même. Mon personnage préféré, c'est James. Vous le lirez et vous saurez pourquoi. Mais oui, c'est mon personnage préféré. Et oui, voilà, c'est, je pense, mon deuxième livre, mon livre ex-aequo préféré avec l'autre livre que je vais vous présenter dans un instant. Et c'est lui qui m'a donné envie du coup de lire d'autres livres de Dark Academia. C'est pour ça que juste après ce livre, j'ai enchaîné avec In These Hallowed Halls, l'anthologie dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et depuis, je me suis dit, non mais le Dark Academia, c'est totalement mon style, donc il faut que je continue à lire d'autres livres et peut-être aussi relire The Secret History, que j'ai lu il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens. Enfin, je me souviens de l'histoire et je me souviens de ma réaction à l'histoire, mais il y a des éléments qui m'échappent évidemment et je ne suis plus... Enfin, j'ai oublié le détail, mais ce livre est juste incroyable. Allez le lire si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je me souviens de mes amis qui n'arrêtaient pas de me dire qu'il fallait que je lise ce livre. Et j'étais, alors pas récalcitrante, mais je ne le faisais pas. Et je l'ai enfin fait et je suis fière de dire que ce livre est formidable. Et il y a toujours du jus d'orange sur mon livre. Alors pour le dernier livre, je vais me moucher comme ça. Pas d'interruption. Si, je pense qu'il y aura interruption parce que la vidéo là, elle en peut plus. Allez, dernier livre de la vidéo, on va espérer que la batterie tienne jusque là. Le dernier livre et le meilleur livre de l'année, ex-aequo avec If You Have Names, c'est The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Donc ce livre a été traduit. C'est la maison de la mer céruléenne, j'ai envie de dire, mais il manque un truc. Je pense que c'est pas tout à fait ça.
Ce livre, je l'ai écouté et j'ai trouvé que c'était une des histoires les plus belles que j'ai jamais écoutées de ma vie. Alors depuis, j'ai vu qu'il y avait des gens qui trouvaient ce livre problématique. Mais ce livre, c'est de la fiction, c'est beau, c'est une espèce de cozy fantasy qui m'a fait me sentir tellement plus légère et tellement bien, et en même temps j'ai pleuré aussi, parce que voilà. Ce livre, il était incroyable. C'est, je crois, le deuxième livre de T.J. Klune que j'ai lu. Le dernier c'était Under the Whispering Door du coup. Et je pense que si Under the Whispering Door est un peu moins un coup de cœur, c'est parce que je venais juste de finir The House in the Cerulean Sea qui était juste incroyable. Et donc voilà, c'était formidable. Alors pour vous en dire plus, je vais essayer de vous résumer l'histoire. Et tout en vous résumant l'histoire, je vais vous retrouver ma chronique. Alors, l'histoire c'est celle de Linus qui travaille dans un espèce de bureau où il est censé s'occuper de... investiguer ou en tout cas faire des espèces de petites enquêtes sur des orphelinats pour des enfants un peu spéciaux. Et on lui confie... Oh, j'ai pas fait de chronique. Je me hais. Et on lui confie un orphelinat un peu particulier. Alors pas le pire, mais un où on n'en voit jamais personne. Et du coup, il va y aller. Et il va faire la rencontre d'enfants un peu spéciaux, notamment Lucie. Je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, Lucie. En fait, ces enfants sont vraiment très dangereux. Et on va dire que les supérieurs de Linus veulent fermer en fait cet orphelinat. En tout cas, ils veulent déterminer si ces enfants sont tellement dangereux qu'il vaut mieux fermer l'endroit où ils vivent. Et donc il arrive, notre Linus, il découvre les enfants. Et bon, alors c'est un petit peu comme Wallace Price dans Under the Whispering Door. C'est un peu un personnage qui ne vit pas vraiment. Donc bon, on sent qu'il a... Au début en tout cas, il n'a pas vraiment de remords. Bon, il réfléchit un peu quand même. Mais voilà, il est pas... c'est pas quelqu'un de profondément bon, au début en tout cas. Je vais pas vous spoiler, mais voilà. Le but quand même c'est que les personnages évoluent. Et on va aussi découvrir Arthur, qui est celui qui dirige en fait l'orphelinat. C'était juste trop beau, trop doux. J'ai adoré. Il y a une romance et je l'ai trouvée belle. J'ai aimé me trouver avec les enfants, j'ai aimé les découvrir, j'ai aimé découvrir leur personnalité, leur pouvoir. J'ai aimé me retrouver au sein de ce groupe qui est un peu une family, donc une famille choisie. J'ai trouvé ça si doux, si beau. J'ai trouvé... Alors ça je peux pas vous le dire parce que c'est un spoiler, mais... bon, spoiler, je vous mets l'endroit où j'arrête d'en parler. J'ai trouvé que l'évolution de Linus et le fait qu'en fin de compte ce soit lui qui se batte pour les enfants, j'ai trouvé ça mais tellement beau. J'ai trouvé l'histoire d'Arthur aussi très belle. J'ai adoré. J'ai adoré la fin, j'étais tellement heureuse qu'ils restent ensemble. Et je m'arrête là pour les spoilers. Et une suite est prévue pour ce livre et c'était meilleur livre de l'année. Quand j'ai fini le livre, j'ai automatiquement eu envie de le relire et je me suis acheté cette belle édition hardback d'occasion. Je rappelle que j'achète pratiquement tous mes livres d'occasion et celui-là en le trouvant d'occasion j'étais tellement heureuse. D'ailleurs je les ai tous pris. Ah, tous pris non. J'ai pris ces deux-là d'occasion d'ailleurs, ils se font la même taille. Et j'ai pris, enfin celui-ci du coup mon ami me l'a envoyé. Du coup je suis tellement contente d'avoir tous mes livres préférés de T.J. Klune ensemble. Et voilà, ce livre était juste formidable. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. C'était juste doux. En fait c'était doux et en même temps j'avais envie que ça bouge. C'était tellement rageant ce qui était censé se passer avec les enfants. Ce qui allait se passer avec les enfants. Que voilà, j'avais envie que ça... Voilà, j'avais envie d'être dans le livre avec eux. Mais c'était juste trop beau. Donc là c'est écrit c'est un conte de fées moderne. Oui, en quelque sorte. Il y en a qui décrivent ça comme 1984 rencontre The Umbrella Academy. Donc alors j'ai lu 1984 mais pas The Umbrella Academy. Donc je ne peux pas vous dire. On nous parle aussi oui de bureaucratie. Parce que là le but c'est en fait de... Enfin, comment dire. Il y a une vraie opposition entre le travail de Linus et ce que ça représente en fait. Parce que des noms ou des chiffres sur du papier, ça ne représentera jamais les êtres humains derrière ces chiffres et ces noms. Donc voilà, c'était... En fait, ce sont des livres profondément humains et j'ai juste trouvé ça magnifique. Et je pense le relire si jamais je ne vais pas très bien. J'ai hâte de lire le tome 2 qui arrive... Oula, j'ai eu très peur, j'ai cru que l'appareil s'était éteint, mais non. Le tome 2 arrive quand? Il est bien sûr déjà dans ma wishlist. Hein. J'hésite à l'écouter
ou à le lire en papier. Il est prévu pour le 10 septembre. D'ailleurs quand j'ai vu qu'il y avait une suite, j'étais à la fois méga heureuse et un peu terrifiée parce que je me suis dit mais attendez, mais ce livre il est juste parfait, donc qu'est-ce que vous allez faire si vous loupez la suite? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc voilà, donc c'était formidable. Puis les personnages sont vraiment, je sais pas, ils sont vivants en fait, ils sont avec vous pendant que, bon alors moi ils étaient avec moi pendant que j'écoutais, mais ils sont avec vous pendant que vous lisez et ils sortent des pages en fait, voilà, c'était formidable, j'avais envie d'être avec eux dans la maison. Et puis, je sais pas, tout est beau, on a la mer, non voilà, tout était génial. Alors je crois que c'est classé dans la Cozy Fantasy, mais du coup c'était peut-être, parce que je pense pas que ça se soit classé dans la Cozy Fantasy du tout, hein. D'ailleurs c'est plutôt de la science-fiction pour moi, mais ce livre c'est peut-être la première Cozy Fantasy que j'ai lue et j'ai adoré, et du coup voilà, c'était formidable. Donc si c'est pas encore lu, allez-y, ils sont tous traduits, c'est bon. Et donc nous avons fini cette vidéo. Alors je vais tenter de faire une photo finish. Ça va être compliqué, je vous le dis, parce que c'est lourd, déjà. J'ai pas tout mis. Ah, il y a des pavés là. Ouh, voilà, ce sont les meilleurs livres de l'année. Bon, sachant qu'il manque du coup les livres que j'ai écoutés et que je n'ai pas encore acquis en papier. Donc voilà, les meilleurs livres de l'année, ceux qui restent avec moi, qui sont formidables, qui pour certains qui sont profondément humains, en fait ils ont tous quelque chose en commun, je trouve, c'est leurs personnages. C'est-à-dire que vraiment les personnages sont, bon à part bien sûr c'est de la non-fiction, donc non pas les personnages, mais leurs personnages sont tous, oui, profondément vivants. Le style d'écriture est incroyable pour la plupart d'entre eux, même pour tous, à part pour peut-être pour Le Goût du bonheur ou alors il y avait des phrases magnifiques, mais c'était plus que ça. Ce qu'elle écrivait c'était vrai, au sens où je lisais et j'étais là, bah oui, elle a mis en mots ce que je pensais en fait, donc voilà. D'ailleurs il y a plusieurs auteurs qui faisaient ça. Oui voilà, l'émotion aussi fait partie enfin tous ces livres m'ont touchée d'une façon ou d'une autre, hein. Même Les Grandes oubliées, soit j'étais énervée, soit j'apprenais des choses donc j'étais contente. Donc voilà, tous ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont formidables. Voilà, tu vois. Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, ça m'a fait du bien de vous parler de mes livres préférés. Et j'ai aussi, si vous voulez, fait la liste des livres que j'ai détestés en 2023, donc si vous voulez je peux vous faire cette vidéo. Ce sera beaucoup moins sympathique dans les propos, je vous avoue. J'ai fait une liste aussi des livres que j'avais abandonnés, mais je me suis arrêtée à un moment donné, donc je peux la finir cette liste et donc vous faire une vidéo sur les pires lectures de 2023, sachant que bien sûr c'est mon avis, et que ces lectures souvent ont été pénibles, voire je les ai abandonnées tellement j'en pouvais plus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire maintenant que je vous les ai présentés. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures préférées de 2023 si vous n'avez pas fait de vidéo ou si vous n'avez pas fait de post sur un blog ou sur Instagram, ou alors mettez-moi le lien vers le post pour que j'aille voir. Donc normalement la vidéo suivante c'est les... j'ai déjà oublié. Les objectifs 2024. Je sais pas si je vous présente ma palle. Je pense qu'elle est beaucoup trop pharaonique pour vous la présenter honnêtement, donc je ferai peut-être autre chose ou je ferai peut-être différemment, je sais pas encore, mais oui je vous ferai une vidéo objectif, hein. D'ailleurs les objectifs sont tous là dans mon carnet, hein. C'est lui en fait qui a pris le jus d'orange, c'est pas les livres, heureusement, pauvre carnet, mais quand même je préfère que ce soit lui plutôt que les livres. Alors je peux aussi vous faire un bilan 2023 plus les objectifs 2024, comme ça voilà, et ensuite je peux vous parler de mon début d'année 2024. Parce que je pense que je ne vous ferai pas de bilan lecture pour les 3 mois. Je vous parlerai peut-être juste en gros des livres et je vous parlerai surtout de mes meilleures lectures. Je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense peut-être que je vais vous tourner d'ailleurs une deuxième vidéo aujourd'hui. Peut-être le bilan objectif. On verra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. C'était long. J'en suis consciente même en ne l'ayant pas encore monté parce que j'ai parlé pendant longtemps. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve normalement bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!